La guerre de Corée de Swan Douabi et Gabriel Hoylings. La péninsule de Corée se situe entre de grands États, la Chine, le Japon et la Russie. La Corée du Nord a comme pays limitrophes la Chine et la Russie avec qui elle partage le fleuve Yalu et Tumen. Et la Corée du Sud avec la fameuse frontière du 38e parallèle et sa zone démilitarisée. Plus au sud-est se trouve l'archipel japonais. Le tout est bordé de la mer Jaune et la mer du Japon. Les acteurs les plus importants durant la guerre, à part la Corée du Nord et la Corée du Sud, sont l'ONU, l'Union soviétique, les États-Unis et la Chine, notamment dû à leur forte intervention militaire et politique. Plus précisément, Joseph Staline du côté de l'URSS, Franklin Roosevelt avec les États-Unis, Kim Il-sung chez la Corée du Nord, Syngman-rhee au sud et Mao Zedong en Chine. Sur une petite ligne du temps, nous avons mis 6 événements que nous trouvons importants pour ce conflit. Avant qu'il ne se produise, il y a la capitulation du Japon et la séparation de la Corée sur le 38e parallèle, ce qui donne la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ensuite, il y a l'attaque de la Corée du Nord sur la Corée du Sud. L'intervention de l'ONU tout de suite après avec les résolutions 82 et 83. Après cela, les États-Unis qui se joignent aux forces armées de la Corée du Sud pour repousser le Nord. Et à la fin, une signature de l'armistice entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qui met fin aux affrontements, mais pas à la guerre. Avant d'aborder ces éléments, passons une petite mise en contexte de la situation en Corée avant 1945. La guerre russo-japonaise de 1904 à 1905 fait que les territoires coréens deviennent le lieu d'affrontement entre ces deux États. En effet, les Japonais convoitaient la province de Liandong en Chine qui avait été cédée aux Russes, ce qui fait que leur territoire coréen coincé entre les deux n'a pas le choix que d'être impliqué. De plus, la Corée, un seul et unique État à ce moment-là, qui faisait allégeance à la Chine, finit par passer sous le contrôle du Japon et s'est officiellement annexé en 1910. Les patriotes coréens se révoltent contre les Japonais et sont réprimés de façon violente. Le Japon continue sa quête de territoire, son contrôle sur la population coréenne augmentant. Durant la conférence du Caire de 1943, il est déclaré par la Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne qu'à la fin de ce conflit, la Corée devrait obtenir son indépendance. À la conférence de Yalta en 1945, le président américain Roosevelt convainc Staline de repousser le Japon à la capitulation. L'URSS déplace ses troupes vers la Mandchourie, maintenant Manchukuo, après l'invasion japonaise et déclare la guerre au Japon. Après les bombardements à Hiroshima et à Nagasaki, quelques mois après la capitulation des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon capitule lui aussi et la Corée retrouve son indépendance. L'Union soviétique pénètre dans la péninsule coréenne pour superviser les désarmements suite à l'affrontement contre le Japon, puis pour soutenir la Corée jusqu'au rétablissement de sa stabilité d'autrefois. Les États-Unis, craignant que l'URSS occupe tout le territoire, demandent à ce qu'une ligne soit tracée entre les Russes au nord et les Américains au sud pour qu'ils puissent chacun assurer de leur côté le désarmement des troupes japonaises. Par la suite, ils s'unifieraient pour ramener la Corée à ce qu'elle était. La ligne est fixée au 38e parallèle. Le départ du Japon amène plusieurs nouveaux comités politiques, dont des mouvements communistes chez les Coréens, car celui-ci représente la résistance face à l'oppresseur japonais impérialiste durant son occupation de la Corée. Cela vient du fait que les Russes, qui sont communistes, ont combattu le Japon. Cela n'arrange certainement pas les Américains. De plus, il y a beaucoup d'inflation et de chômage de masse qui créent des tensions politiques et sociales. Il faut vraiment relancer l'économie de la Corée précédemment dépendante du Japon et du côté des États-Unis, contrer l'influence montante des communistes. Pour relancer l'économie, l'URSS et les États-Unis veulent conseiller les Coréens sur la mise en place d'un gouvernement, mais ceux-ci voient cela comme un peu du contrôle. Chaque camp essaye de renforcer sa vision politique, mais cela ne fait que détériorer les relations entre les Soviétiques et les États-Unis. Les accords d'unification n'aboutissent pas vraiment et les deux Corées progressent en mettant en place des gouvernements différents adaptés aux régions qu'elles contrôlent. Un résistant communiste appuyé par Staline est élu dans la zone nord. C'est Kim Il-sung.
Il instaure le modèle stalinien, donc un régime autoritaire contrôlant l'économie avec le culte de la personnalité du chef. Syngman Rhee, président élu au Sud, impose un régime répressif dictatorial anticommuniste. Il y a de plus en plus de grèves et de manifestations à cause de cela. Elles sont évidemment réprimées violemment à l'aide de l'armée américaine. Les deux régimes sont complètement opposés mais ont le même objectif, unir les deux Corées sous un même gouvernement. Cependant, les deux gouvernements refusent la légitimité de l'un ou de l'autre. La Corée du Nord ne reconnaît pas les élections menées au Sud. La Corée du Sud pense que son gouvernement est le seul légitime car il a été mis en place sous la tutelle de l'ONU. Chaque gouvernement croit avoir le droit de conquérir l'autre sous son système. Cela représente une des causes majeures de la guerre. Le 25 juin 1950, la Corée du Nord, sûre d'avoir une supériorité militaire, attaque par surprise la Corée du Sud, pensant qu'une attaque rapide mènera à une victoire immédiate. Les Américains, ne suspectent rien. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte rapidement la résolution 82 qui demande l'arrêt immédiat des hostilités et le repli de l'armée de la Corée du Nord. Les demandes de cessez-le-feu sont ignorées, donc 2 jours après l'invasion, la résolution 83 est déclarée et elle stipule que les actions de la Corée du Nord représentent une rupture de la paix et demande aux membres de l'ONU d'apporter toute l'aide possible. La guerre progresse et la Corée du Nord prend rapidement Séoul à cause d'un boycottage que menait l'Union soviétique au sein de l'ONU à ce moment. Les mesures de défense pour la Corée du Sud ont pu être menées, car ce boycottage ne lui permettait pas de faire usage de son droit de veto, ce qui a facilité la prise de décision. Les dirigeants américains avaient l'idée que Staline avait ordonné l'invasion pour propager l'idéologie communiste, ce qui les encourage encore plus à venir en aide à la Corée du Sud. Plus le conflit avançait, plus les interventions extérieures s'intensifiaient. 16 membres de l'ONU fournissent des troupes pour le combat. Dans la péninsule, les troupes nord-coréennes avancent rapidement et capturent la majorité du Sud dès le premier mois, faisant de Pusan le seul secteur restant. Ce mois a été très sanglant, avec plusieurs crimes de guerre commis des deux côtés. Les troupes de l'ONU et les Américains attaquent Incheon par la mer et les reposent jusqu'à la frontière. C'est alors que l'objectif passe pour repousser la Corée du Nord à unifier la Corée, ce qui fait que la défensive des Américains se transforme en offensive. Ils parviennent à atteindre Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, puis avancent jusqu'au fleuve Yalu, qui la sépare de la Chine. À la frontière est réservée aux Américains une attaque surprise de la part de nombreux volontaires chinois visant à aider les Nord-Coréens. L'intérêt de la Chine dans cette guerre vient du fait que la présence des Américains représente une menace autour de sa frontière et elle souhaite préserver les barrages hydroélectriques sur le fleuve Yalu pour son économie. L'armée soviétique apporte aussi son aide et avec leur alliance, les Américains sont repoussés. Plusieurs autres batailles se produisent, mais le conflit se maintient autour de la frontière du 38e parallèle. Pendant ce temps, d'interminables négociations se produisent entre les deux camps. Syngman Rhee est contre tout compromis et renforce sa politique dans le pays sud. Cela crée une crise dans le sud et force sa démission plutôt abrupte. Durant les discussions, les deux camps s'accusent de crimes de guerre, ce qui représente un obstacle pour l'aboutissement du conflit. Cela est étrange à dire, mais heureusement, la mort de Staline et l'élection d'un différent président américain permettent d'accélérer la fin de la guerre. L'Union soviétique et les États-Unis finissent par reconnaître les deux Corées comme des gouvernements distincts, ce qui mène à la signature de l'armistice et la création d'une zone démilitarisée entre elles. En fait, la guerre n'est pas vraiment terminée, puisqu'il n'y a pas eu de signature de traité de paix. C'est l'une des plus importantes conséquences de ce conflit. Il y en a quelques autres comme le fait que la Corée demeure divisée, il y a eu environ 2 millions de morts civiles, 1,3 million de morts militaires, la destruction de plusieurs villages, des déplacements massifs de population à cause des bombardements, 3 milliards de pertes matérielles, l'isolation de la Corée du Nord par rapport au reste du monde,
le maintien des fortes relations politiques et économiques entre la Corée du Sud et les États-Unis et le fait que plusieurs soldats restent encore postés proches de la zone démilitarisée entre les deux Corées pour surveiller la frontière. Les événements de cette guerre sont comparables à ceux de la guerre du Vietnam. En effet, les deux ont comme cause majeure l'opposition des États-Unis face aux forces communistes, qui, comme en Corée, ont divisé le territoire en deux pour le superviser, ce qui a mené à une guerre quasi identique à celle de la Corée. Il y a eu les mêmes enjeux qui étaient d'unifier les deux parties après la mise en place de deux systèmes politiques distincts. De plus, les États-Unis interviennent massivement dans les affaires coréennes comme ils le font aussi pour les Vietnamiens. Un autre aspect est que les deux conflits font partie des répercussions de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Entre autres, la guerre du Vietnam est la deuxième partie d'un mauvais film, mais le scénario reste identique au précédent. De nos jours, il est clair que les deux Corées ont suivi deux chemins différents, malgré le fait qu'elles ne faisaient qu'un. La Corée du Nord est devenue une dictature avec le culte de la personnalité et la Corée du Sud une démocratie. Selon les données de Journal du Net, la Corée du Nord est de loin moins développée que la Corée du Sud, qui est la 13e puissance mondiale aujourd'hui, alors que le Nord ne fait pas partie des 30 premiers. De plus, la Corée du Nord s'est isolée du monde, alors que la Corée du Sud participe activement dans le commerce mondial et maintient plus de relations diplomatiques saines. À part la langue et l'origine de leur culture, qui est la même, les deux pays dans la péninsule portent une haine mutuelle l'une envers l'autre. L'idée que deux puissances mondiales ayant des visions politiques diamétralement opposées supervisent le même État après une guerre est irresponsable. Cela ne peut que conduire à un conflit. En effet, la compétition entre l'Union soviétique et les États-Unis ignore les intérêts des citoyens coréens. Les deux parties sont concentrées sur influencer la situation en Corée pour qu'elle ne soit pas profitable pour l'adversaire, mais pas sur comment arriver à une entente entre les deux Corées. Chacun fait ce qu'il veut de son côté de la ligne, ce qui n'est pas cohérent avec le fait que l'objectif initial est de ramener la Corée à ce qu'elle était avant la colonisation japonaise, qui est un seul État souverain. De plus, le fait que les troupes de l'ONU aient franchi le 38e parallèle pour unifier la Corée après avoir repoussé la Corée du Nord n'a fait que prolonger le conflit. La première solution que nous avons trouvée à ce conflit est d'avoir soit les États-Unis ou l'Union soviétique qui supervisent le rétablissement de la Corée. Premièrement, cela évite un conflit de valeurs majeur entre les deux membres permanents de l'ONU qui veulent chacun le même pays sous leur tutelle. Deuxièmement, cela évite la création de deux gouvernements distincts. En effet, c'est la séparation nord-sud proposée à l'URSS par les États-Unis qui cause deux camps différents. Il y a quelques inconvénients à cette solution par contre. De un, quel que soit le pays choisi, il est probable que le système politique mis en place soit trop extrême à cause de l'intensité de l'animosité entre les deux pays adversaires de la guerre froide. Avec les États-Unis qui supportent Syngman Rhee, un régime répressif dictatorial anticommuniste pourrait être instauré. Avec l'Union soviétique et Kim Il-sung, ce serait un régime autoritaire contrôlant l'économie avec le culte de la personnalité du chef. De deux, la vision politique du pays qui supervise pourrait ne pas faire l'unanimité au sein des citoyens coréens et causer des manifestations. La deuxième solution serait que les troupes de l'ONU s'arrêtent à repousser les forces coréennes et procèdent à plus de négociations au lieu d'essayer d'unifier les deux Corées et prendre plus de territoires nord-coréens. Le premier avantage serait que ça réduit les pertes civiles et militaires en plus de celles qui sont matérielles, parce que la guerre s'arrêterait seulement à la frontière au lieu de se déplacer vers les villes, là où il y a des civils. Le deuxième avantage est qu'il prévient l'intervention des Chinois dans la guerre, car selon les sources utilisées pour la recherche sur le déroulement des affrontements, la Chine a intervenu principalement parce que les Américains se sont trop rapprochés du fleuve Yalu, qui représente la frontière avec la Corée du Nord. Le premier inconvénient de cette solution est que le fait qu'il n'est pas sûr que les négociations avec le gouvernement nord-coréen aboutissent aussitôt. Puisqu'au début des affrontements, celui-ci n'était pas enclin à écouter les propositions de l'ONU, car il refuse les demandes de la résolution 82. Le deuxième inconvénient est que ça fatiguerait les soldats de les maintenir constamment à la frontière sans qu'il y ait un objectif fixe qui leur permet de déterminer quand la guerre sera finie. Ils seront juste en train de combattre constamment et de surveiller la frontière et en espérant un résultat positif sur des négociations qui sont incertaines.
Merci!